Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'Accès Direct. Accès Direct, c'est votre rendez-vous avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 3 décembre 2018, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai un couple de meilleurs ouvriers de France. On parlera d'Helloways, un site qui propose des idées de randonnée au départ des grandes villes. Et comme chaque lundi du sport, avec ce soir un focus sur le CS Annecy, le vieux club de handball. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence pour aller au journal. Salut Clémence. Salut Seb. Alors pour ce journal, premier journal de la semaine, on va parler notamment, j'ai un petit trou de mémoire, on va parler avec un chantier d'envergure du côté d'Aigueblanche. Absolument, alors c'est surtout la centrale de la Coche, près de Moutier, qui fait l'objet d'importants travaux d'agrandissement depuis maintenant 4 ans. Le but c'est de renforcer sa production. Elle vient pour l'occasion de se doter d'un nouveau stator. Alors le stator c'est la partie fixe de la turbine, une installation très impressionnante. Et puis on va aussi parler dans ce JT des Jeux Olympiques d'hiver qui se préparent. Une délégation chinoise s'est rendue à Chambéry, l'occasion pour les entreprises savoyardes de faire la connaissance d'entrepreneurs. On enchaîne avec notre petite revue de presse quotidienne. Tu commences avec un article sur le bateau Espérance. Absolument. Troisième du nom. Troisième du nom, exactement. Alors, c'est un projet qui est un peu fou, que se sont lancés Pierre Lachenal et Renaud Verret, j'espère que je prononce bien son nom. Alors, ce projet, c'est celui de reconstruire à l'identique l'Espérance 2, qui est une barque à voile qui a navigué sur le lac d'Annecy de 1911 à 1930. Le nom du futur bateau est déjà tout trouvé, comme tu le disais, c'est l'Espérance 3. Alors, il ne s'agit pas d'une ambition égoïste d'un projet juste entre deux, mais plutôt d'un projet qui va servir à la préservation du patrimoine et des milieux aquatiques de montagne. Alors, un siècle après la mise à l'eau de l'Espérance 2, l'Espérance 3 a pour vocation de faire le lien entre un passé quelque peu oublié et un futur à conserver. Le coût du projet en train est 1,5 million d'euros. Il y a un slogan pour ce projet, c'est « Demain, elle aura besoin de vent, aujourd'hui, elle a besoin de vous. Elle, c'est la barque, vous, c'est les futurs donateurs qui sont nécessaires à l'élaboration de ce projet. » Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'Espérance 3, vous y apprendrez plein de choses et peut-être que vous vous laisserez séduire par cette barque hors du commun. Et puis des sculptures étonnantes du côté de Courchevel. Absolument, alors depuis vendredi, des énormes statues de Kong, comme sur la photo qu'on voit ici, assez impressionnante quand même. On retrouve aussi des statues de pandas, de cerfs ou encore de loups, ont pris place sur le domaine skiable de Courchevel. Toutes ces statues sont l'œuvre de Richard Orlinski, qui s'est fait connaître en 2004 par le crocodile Born Wild en résine rouge. Alors c'est pas une première pour la station qui avait déjà accueilli des œuvres de Dali en 2009. Les œuvres surréalistes d'ailleurs reviennent aussi cette année, en plus des géants de résine. Un musée à ciel ouvert sur les pistes qui durera tout l'hiver. Vous êtes prévenus, ne soyez pas surpris si vous vous retrouvez nez à nez avec un énorme gorille sur les pistes. Et toi Seb, maintenant tu vas nous parler d'un nouveau média en Suisse romande. Oui. Heidi News, c'est son nom, un nouveau média qui sera lancé en 2019. Derrière ce projet, on trouve des journalistes et des entrepreneurs genevois. Selon Serge Michel, le futur rédacteur en chef de Heidi News, le paysage médiatique roman est en plein appauvrissement. Les décideurs ont donc décidé de s'inspirer du New York Times ou encore du Monde pour leurs médias. Dans un premier temps, les thématiques traitées seront la science et la santé, deux domaines dans lesquels Genève excelle. Heidi News sera disponible sur 2 formats, les flux avec beaucoup d'informations et les explorations qui seront des enquêtes un petit peu plus poussées. Lancement prévu pour l'automne 2019. Et maintenant, le classement des stations le ski les moins chères. Oui, alors que plusieurs stations ont ouvert leur domaine ces dernières semaines, Holidoo, un comparateur de voyage, vient de sortir son classement des 10 stations les moins chères de France. Pour y parvenir, tout simplement, Holidoo a comparé le prix des logements et des forfaits. C'est la station de Chavanon, dans les Alpes de Haute-Provence, qui arrive en tête de ce classement flatteur, ex aequo avec une station qui s'appelle Métabief-Mont-d'Or, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, la station des Brasses en Haute-Savoie, sur le territoire de la commune de Mogève notamment, Beaugève notamment, se classe 3e avec un coût de 46 € par personne, en incluant le logement et le forfait. Les Brasses, ce sont 37 km de piste, dont la moitié de rouge et de noir, donc très bon élève. Et puis on va signaler aussi la très belle 7e place de Arèche-Beaufort en Savoie, qui prend donc une belle 7e place avec une journée à 50 € tout compris. C'est bon à savoir. C'est les bons plans avant d'aller skier. Merci Clémence, on se retrouve tout à l'heure en fin d'émission. Allez, on commence notre défilé d'invités avec mes premiers invités, c'est la rubrique Actu. Je vous en prie. Bonjour. Jean-Luc Botti. Bonjour Sébastien. Et Catherine Botti. Si vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on approche les tables? Ou on les laisse comme ça? Non, ça va. C'est bon? Alors vous êtes tous les deux MOF, meilleur ouvrier de France. Oui. Catherine, vous avez été sacrée en 2015. Et vous, Jean-Luc, vous avez été sacré cette année. On va commencer avec vous, madame. Qu'est-ce que ça vous représente? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous évoque, le fait de voir votre mari vous succéder 3 ans plus tard? Ça m'évoque des bons souvenirs, des souvenirs de travail qu'on a fait ensemble déjà à l'époque, puisque ça se fait beaucoup en équipe, évidemment.
Et ça se partage. Et voilà, c'était des bons souvenirs. Alors, vous avez été sacrés tous les deux dans la catégorie primeur. Jean-Luc, qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce titre de MOF? Il représente 40 ans de travail, 40 ans à sélectionner, choisir, à conseiller ses clients. Et on a beaucoup de chance dans notre métier d'accéder à ce titre, à cette exigence qui rayonne et qui, j'espère, va pouvoir parler un peu plus du métier. Alors, vous êtes le premier couple à obtenir cette distinction. J'imagine que vous en ressortez un petit peu de fierté. Oui, c'est une fierté. Bien sûr, c'est un beau résultat. C'est un accomplissement ou est-ce que vous voyez encore plus haut après ce double titre de MOF? C'est un passage. Oui, c'est un passage. C'est un passage, on n'a pas réfléchi. C'est vrai qu'on est tellement passionné par ce qu'on fait. Bon, Catherine, je l'ai poussée à aller. Elle avait toutes les capacités à réussir. Et ensuite, bon, bah, on s'est dit, pourquoi moi? Parce que on travaille en binôme et on a tellement la passion de ce qu'on fait que aller se représenter, c'est toujours enrichissant. On fait des belles rencontres et ça a beaucoup de valeur. Comment elle a commencé l'aventure Botifruit? Botifruit, c'est le nom de votre enseigne. Ouais. Comment elle a commencé cette aventure? Elle a commencé en 87. On avait 25 ans et on a acheté un petit fonds de commerce qui était dans nos moyens. Et on a commencé à faire du fruits et légumes en libre service. C'était novateur pour l'époque. Et voilà, ça a commencé comme ça. On a travaillé en couple. Après, on a pris 1 ou 2 employés. Et puis, voilà, tout simplement. On s'est développé et après, dans le centre de Chambéry, les halles se sont restructurées et on s'est dit qu'il fallait y aller puisqu'il y avait quelque chose de moderne, quelque chose de dynamique qui se recréait. Et donc, on est allé dans les halles de Chambéry et voilà, on est présent tous les jours sur le stand dans les halles de Chambéry où il y a une vingtaine de familles qui sont comme nous, passionnés, qui sont là pour apporter aux clients ce qu'ils attendent de nous. En 87, lorsque vous avez commencé cette aventure, vous imaginiez être aussi haut en 2018? Pas vraiment, on ne s'était pas posé cette question à l'époque. On ne s'est d'ailleurs pas posé plus de questions, même savoir si on allait s'entendre dans le travail. On a attaqué, comme ça on a foncé en fait. Quand on travaille en couple, pour vous c'est quoi? C'est un avantage de travailler en couple? Bah oui, c'est un avantage parce qu'on partage en fait toutes les journées ensemble. Hein. Mais ça fait toujours peur à des amis à nous qui ne pourraient pas le faire, mais en fait nous ça s'est fait naturellement. Ce qu'il faut, c'est qu'à la maison, des fois, couper, quoi. C'est ça le plus dur? C'est ce que moi, j'ai un peu de mal, quoi. Une fois qu'on est rentré à la maison, on laisse de côté le travail? Oui, il faudrait. C'est mon côté difficile où Catherine, elle, a la facilité à couper et que moi, je suis toujours en train de poser des questions et revenir sur le travail. Et c'est ce qu'il faut souvent un peu. La base, c'est d'être complémentaires. En fait. Justement, j'allais vous poser la question. En quoi est-ce que vous êtes complémentaires l'un et l'autre? En fait, Jean-Luc s'occupe beaucoup des achats. Moi, je suis plus présente sur le stand. Et puis, on a chacun... Lui, il est plus dynamique. Moi, je le calme un petit peu. Voilà, on se complète sur pas mal de tableaux, en fait. Et puis, moi, je suis sur la restauration. Et Catherine est sur la confection de corbeilles de fruits. Comme on a sur le plateau. Voilà. Donc, tout ça fait que c'est vrai qu'on a une belle complémentarité. Voilà. Alors, pour revenir sur vos produits, quel type de produits vous proposez à votre clientèle? On essaye de proposer tous des produits déjà de saison. Forcément. Des produits de bien-être, tout ce qui apporte à la santé. Et on essaye d'être là pour conseiller par rapport à ce que le client attend de nous. Quand il a un repas, quand il a une envie d'un fruit ou d'un légume, voilà, on est là pour le conseiller et lui apporter ce qu'il attend de nous. Après, on peut avoir des produits haut de gamme, comme on peut avoir des produits de saison toutes simples et se régaler avec des poivrons en vinaigrette et manger une purée de cerfeuil tubéreux. Vous voyez, tout est complémentaire en fin de compte. On connaît le slogan qui a été lancé maintenant il y a de nombreuses années, manger 5 fruits et légumes par jour. C'est quelque chose de possible dans la mesure du possible justement, tous les jours de manger facilement ces 5 fruits et légumes? Quand on attaque au petit déjeuner, avec un fruit par exemple, ou un jus de fruits, un légume le midi et un fruit, et le soir la même chose, par exemple un potage qui réunit pas mal de choix de légumes, oui, 5 fruits et légumes par jour, c'est facile. C'est quoi votre plus grosse fierté, votre plus grande fierté aujourd'hui? On essaye de faire connaître un peu des produits à certaines personnes en les conseillant, en leur donnant des recettes. Et puis on essaye en fait, que ces clients ils reviennent et ils prennent goût en fait.
Donc on essaie de faire connaître un petit peu et puis de développer la vente de fruits et légumes pour que les gens en mangent plus. Excusez-moi, ce qui est important, c'est qu'on est spécialiste et garder notre savoir-faire. Et ça, c'est important. La plus grande fierté, c'est de rester à notre place et savoir qu'on a notre place dans ce métier. Et c'est pour ça que ce titre est important, parce qu'il nous fait rayonner. Et pas nous faire rayonner, quand j'y fais, nous faire rayonner, pas nous, mais nous faire rayonner le métier. Et c'est ça qui est le plus beau. Ce double titre, il vous a donné de la légitimité encore plus, notamment auprès de la clientèle? Il nous donne de la confiance en nous. Voilà. Ça, c'est très important. Il nous donne de la confiance en nous. Et puis, comme je disais au départ, ce qu'il nous a donné, c'est toutes ces rencontres, cette richesse qu'on a eue avec ce concours. C'est vrai que c'est énormément de travail. Il faut être à 200% dedans. Mais ce travail nous a fait tellement vivre de belles rencontres, des gens qui nous ont donné de leur temps et de leurs conseils. C'est magique. Moi, je dis toujours, ma victoire, c'est une victoire collective. C'est ce qui la rend belle. C'est ça qui est important. On arrive dans la période des fêtes. Alors, c'est ce genre de produits qu'on peut trouver. Expliquez-nous un petit peu la composition là, de ces paniers. Moi, j'essaie de proposer donc, des assortiments de fruits de saison, fruits exotiques. Et puis cette année, j'aimerais bien mettre un petit peu le point sur les fruits secs, qui sont une bonne source de vitamines, qui se conservent bien. Et en plus, on a quand même pas mal de choix. On n'a pas seulement pruneaux, figues, abricots, on a aussi de la mangue séchée, de la fraise, du kiwi, qui varie un petit peu les plaisirs. Et le mix des deux, fruits de saison, fruits exotiques et fruits secs, ça fait un bel assortiment, je trouve, pour Noël. La période des fêtes, c'est une période que j'imagine que vous attendez avec impatience? C'est une période chargée. Surtout. Oui, et puis c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais il y a de belle ambiance. Nous, dans les halles, c'est quelque chose de magique avec toutes les professions on est complémentaires et ça donne de l'émulsion à tout le monde. Et c'est vrai que c'est des moments magiques, quoi. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Luc, Catherine Bautier. Bravo en tout cas pour ce double titre de meilleur ouvrier de France. Merci à vous de nous avoir reçus. Je vous invite à rejoindre la régie. Quant à nous, on va prendre tout de suite la direction de Chambéry, où se déroule actuellement la grande soirée de présentation de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. On rejoint sur place Emmanuel Jaude. On t'écoute, Manu. Ouais, bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Donc je me trouve donc, comme tu l'as dit, au château des Ducs de Savoie à Chambéry pour la soirée de présentation de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Et pour mieux en parler, justement, je suis avec Annabelle Cam. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne te présente plus, tu es la grande organisatrice, la grande papesse de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, 15e édition. J'ai envie de dire, on prend les mêmes, on recommence, ça va bien se passer, on est habitué maintenant à l'organisation. Alors on prend les mêmes et on recommence, mais quelques petites modifications tout de même, avec notamment un format de course qui a évolué. Voilà, on se concentre maintenant sur de la moyenne distance, donc les mushers, donc les participants, parcourront environ 35 km par jour. Et puis également un départ de Prat-Lissomment pour la première étape cette année, une nouveauté également. Alors, il y a également le ski joring qui va faire son entrée dans la compétition. Pourquoi le ski joring dans la Grande Odyssée ? Alors pour cette 15e édition, on a voulu faire quelques nouveautés et donc voilà une épreuve qui n'a jamais eu lieu sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Donc pour la première fois, un trophée de ski joring qui rassemblera donc sur les 3 dernières étapes de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, en même temps que les mushers de la Grande Odyssée, 10 ski jureurs avec leurs chiens et donc qui parcourront également une partie de la Haute-Maurienne et de Savoie-Grand-Revard. Voilà, merci beaucoup Annabelle. Pour plus de précision, ce sera demain soir dans le journal télévisé pour une interview un peu plus complète. Et puis bien sûr, on le rappelle, c'est du 12 au 23 janvier prochain, bien sûr en Savoie-Mont-Blanc. Je vous souhaite une très bonne fin d'émission et nous on se retrouve très vite. À bientôt sur notre antenne. Merci Manu, on rappelle donc les dates de cette Grande Odyssée. On en parlera évidemment sur 8 Mont-Blanc. On passe à notre rubrique initiative. Je vous en prie. Clément Lomo, Nicolas Chevolot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent sur ce plateau. Merci. Vous êtes là pour nous parler d'Helloways. Qu'est-ce que c'est, Helloways? Helloways, c'est un site web, une application qui permet de trouver, d'organiser et de faire une randonnée, de suivre une randonnée. On a pas mal de critères pour trouver sa randonnée en fonction du dénivelé, de la distance bien sûr, mais aussi l'accessibilité, ce qu'on va voir. Et on a aussi, comme beaucoup de randonnées sont accessibles en transport en commun, le temps d'accès aux randonnées en transport en commun en temps réel est fourni sur les pages de randonnée. Alors ce sont des randonnées donc accessibles depuis les grandes villes? Essentiellement aujourd'hui, mais on est en train de se développer sur un territoire un peu plus large. Et juste peut-être pour ajouter ce que tu disais Nicolas,
un des aspects aussi fondateurs d'Hello-Way, c'est d'essayer de rajeunir un petit peu le discours autour de la randonnée. Et donc on essaie un peu d'avoir un ton décalé, un peu plus rafraîchissant, ce qui se ressent pas mal dans notre public, puisqu'aujourd'hui la majorité de nos utilisateurs ont autour de 30-35 ans. C'est le public cible? Ouais, c'est le public cible. Enfin, c'est pas forcément le public cible, mais c'est en tout cas aujourd'hui le public qui est présent sur le site, je pense, via ce discours-là en fait. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce site? Alors l'idée de ce site, en fait, d'une part, elle est venue un peu de l'environnement de la randonnée. Je fais de la randonnée depuis que je suis tout petit, Nicolas, je pense aussi. Et du coup, en fait, elle est venue parce que j'en avais un peu marre de voir autour de la randonnée simplement des sites web qui étaient assez vieux dans la forme. Et puis quand on voulait aller faire une randonnée, on avait simplement accès à un guide papier sinon, et puis ça coûte 15-20 €. Voilà, ils avaient 15 randonnées dedans et après c'est fini, quoi. Et je m'étais dit, c'est dommage qu'il n'existe pas aujourd'hui une offre un peu comme Spotify ou comme Deezer, où je peux simplement aller dessus. Je paye 30 € par an et j'ai accès à tous les topo guides de randonnée avec des photos très jolies, avec des vrais topo guides que je peux me guider avec, mais sur toute la France. Et c'est vraiment ça qui nous a donné envie de créer les sites à l'origine. Et on a commencé par les villes parce que c'est des bassins de population aujourd'hui qui sont très peu adressés pour la randonnée, alors que par exemple autour de Paris, il y a 4 parcs naturels régionaux qui sont superbes, les gens ne les connaissent pas, ils sont accessibles en transport en commun. Et c'était un bon moyen de rentrer sur ce marché-là et de se faire connaître. Comment est-ce que vous faites justement pour trouver tous ces sentiers, toutes ces randonnées? Vous avez une équipe autour de vous? On a des partenariats avec des offices de tourisme. Après, n'importe qui sur le site peut rentrer aussi ses randonnées et les proposer à la communauté. Vous le disiez tout à l'heure, contrairement à une certaine idée reçue, une grande partie des territoires autour de ces agglomérations sont recouverts d'espaces naturels. C'est quelque chose qui n'est pas assez connu encore aujourd'hui? C'est quelque chose qui n'est pas assez connu. Souvent, c'est connu chez des spécialistes, dans les offices de tourisme, etc. Mais les gens ne font pas forcément toujours la démarche, surtout quand on habite en ville, où c'est là où on vit au quotidien, où on a l'habitude d'interagir avec son travail, etc. On prend les transports pour aller au travail. On n'est pas forcément au courant que ces transports-là peuvent aussi nous amener dans des endroits qui ressembleraient presque, sans exagérer, aux Alpes. Vous avez des coins autour de Paris où il y a des vallées qui sont très très jolies et c'est vraiment à 20 minutes du centre de l'hypercentre de Paris. Pareil à Lyon. Et les gens ne le savent pas parce que c'est pas la lisibilité aujourd'hui de cette offre sur le numérique, elle est vraiment très très faible. Et c'est là-dessus justement où nous on essaie d'apporter une solution, c'est de dire la nature, elle n'est pas que 2 semaines par an quand on est en vacances dans les Alpes, elle peut être aussi tous les week-ends en bas de chez soi, en bas de son immeuble. Alors, comment ça fonctionne très précisément? Par exemple, on prend un habitant de Paris, plein centre, et qui veut partir en rando. Comment est-ce qu'il doit procéder? Quand il se connecte sur le site, il est géolocalisé en fonction de là où il est. Donc, on va lui proposer les randonnées les plus proches. Il va jouer avec quelques curseurs, quelques filtres pour trouver ce qui l'intéresse le plus. Et après, il peut cliquer et suivre sa randonnée sur son téléphone. Ou même télécharger quelque chose pour être hors ligne s'il veut être sans téléphone, il n'y a pas de souci. Ça répondait à une certaine demande particulière? À l'origine, vous voulez dire le projet en lui-même? Oui. Le projet, il a vraiment démarré avec le fait qu'on ait gagné plusieurs concours en fait. Et c'est là où on s'est rendu compte que même du côté des éditeurs de randonnée, c'est-à-dire des institutions publiques, mais aussi la fédération ou aussi des éditeurs privés, il y avait aussi une demande pour digitaliser une offre de randonnée parce qu'ils le faisaient eux-mêmes, mais ils ne le faisaient pas forcément très bien parce que ce n'est pas leur métier. Et nous, venant tous les deux du web, venant tous les deux de la tech, du milieu de la tech, on s'est dit justement qu'on pouvait apporter notre pierre de ce côté-là. Et aujourd'hui, justement, sur 2019, on est en train de construire cette offre un peu à la Spotify, à la Deezer, à la Netflix, où on est en train de construire un catalogue avec des éditeurs privés qui vont venir proposer leur contenu sur leur randonnée sur notre outil et se rémunérer grâce à ça. Il y a beaucoup d'adeptes de sport outdoor dans les grandes villes, de ce que vous savez? Il y en a énormément. Il y en a énormément. Nous, les études de marché qu'on avait fait au départ nous montraient que tout était ouvert. Et surtout, la demande d'outdoor aujourd'hui, elle est de plus en plus prégnante. Parce qu'il faut savoir, il y a un chiffre qui dit qu'en 2050, 2 tiers de la population mondiale vivra dans une grande ville. Sauf qu'on sait que la ville, elle est souvent associée déjà au travail, au stress, au bruit, à la pollution sonore, etc. Bref, la pollution de l'air. Comment on fait avec tout ça? C'est un état de fait, on ne fait rien? Ou alors est-ce qu'on essaie de trouver des solutions pour reconnecter justement cette urbanité avec toute la nature qu'il peut y avoir autour, qui est présente, qui est disponible et qui est rendue accessible par les transports? Et c'est ça aussi, comme vous l'avez dit, c'est un point important. Justement, développons ce point par rapport au transport en commun. Ça fonctionne aussi avec notamment son pass Navigo à Paris? Tout à fait. Donc, dans quelle mesure, comment ça marche? Tout simplement, si vous voulez, vous allez sur la plateforme, vous êtes à Paris, admettons, vous pouvez sélectionner une randonnée qui est soit la plus près depuis votre position, soit vous pouvez chercher dans un endroit spécifique autour de l'Île-de-France.
Et puis là, en fait, vous avez un petit fil qui vous dit cochez simplement les randonnées qui sont accessibles en transport en commun. Et une fois que vous arrivez sur la randonnée, vous êtes capable de voir exactement depuis là où vous êtes, depuis votre immeuble, combien de temps, le trajet exact, et combien de temps exactement, même s'il y a des problèmes sur le RER, admettons, il y a eu un accident, vous le savez, et vous savez que pas faire cette randonnée-là, mais faire une autre. Et puis après, vous passez Navigo, vous allez prendre le RER et vous y allez, quoi. En termes de difficulté, où se situent vos randonnées? Alors, est-ce qu'il y en a quand même des terrains un petit peu vallonnés autour des grandes villes? Il y a quelques terrains vallonnés, c'est pas de la haute montagne, hein, forcément. Mais pour les sportifs, il peut y avoir un peu de dénivelé. Après, on n'est pas non plus que sur les grandes villes. Effectivement, chacun peut y trouver son plaisir. Alors, votre démarche, elle est également éco-responsable et elle s'articule autour de plusieurs engagements qui vont dans ce sens? Tout à fait. Dès le départ, on a voulu construire une plateforme. On n'a pas simplement voulu faire de la randonnée pour faire de la randonnée. On s'était dit la randonnée, c'est aussi un moyen. Il y a déjà des sites de randonnée qui existaient. Par exemple, ne répondaient pas forcément à des publics qui étaient aussi en demande d'activités outdoor. Je pense notamment aux personnes à mobilité réduite, aux personnes en fauteuil roulant, aux personnes mal marchantes, femmes enceintes, seniors, etc. Et ils avaient ces personnes-là aujourd'hui pas forcément de sites qui leur permettaient de trouver des choses facilement. Et donc déjà, c'était un des premiers aspects. Et même sur la conception de la plateforme en elle-même, on utilise aujourd'hui des serveurs, etc., qui sont des serveurs qui sont éco-responsables. On a bâti pas mal de choses autour de tout ça. Par exemple, avec les offices de tourisme aussi, un point important, c'est qu'aujourd'hui, ceux avec qui on travaille, par exemple, avant, ils faisaient des papiers, ils imprimaient des tonnes de papier. Aujourd'hui, en fait, ils font de l'impression au coup par coup, en fonction de ce que veulent les gens grâce à Eloise. Ils viennent sur leur tablette et ils disent je vais faire cette randonnée, ils impriment juste la fiche de la randonnée et pas la fiche avec les 50 randonnées à l'intérieur. Donc c'est aussi ces aspects-là où il y a les économies de papier qui peuvent se faire. Alors aujourd'hui, donc un site et une application également sur les téléchargeages pour les téléphones portables? Alors elle est en cours de développement, elle va arriver pour l'été prochain. Ouais. D'accord. Bravo, merci en tout cas. Merci. Longue vie à Eloise. Merci. À bientôt. À bientôt. Allez, comme chaque lundi, on finit cette première partie avec du sport. Et j'accueille ce soir deux hommes, Philippe Migne, le président du CSAV, club sportif d'Anne-Sylvieux, et Martin Gaillard, demi-centre au CSAV. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors on va commencer avec vous, président. Votre équipe masculine, votre équipe première masculine est en train de vivre une saison historique puisque pour la toute première fois dans l'histoire de votre club, elle évolue en National 1, soit le 3e niveau français. C'est ça. En fait, on est monté l'année dernière de National 2 en National 1. C'était en plus pour les 40 ans du CSAV. Donc un moment historique qu'on a vécu dans l'Anse des Glaisins. Donc première année en National 1. Donc c'est effectivement le 3e niveau français. Moi j'aime à dire que c'est le plus haut niveau fédéral. C'est-à-dire que les deux niveaux qui suivent après, D2 et Lidl Star League, ce sont des structures professionnelles. Donc qui sont gérées par la Ligue professionnelle de handball. Donc aujourd'hui on est dans l'élite du handball amateur, entre guillemets. Qu'est-ce que ça signifie pour un club comme le vôtre d'avoir une équipe qui évolue à ce niveau de compétition? C'est forcément une locomotive pour tout l'ensemble du club? C'est une locomotive déjà pour le club, pour tous nos jeunes. Je pense à tous nos licenciés, toutes nos équipes de jeunes, filles et garçons, puisqu'on a la particularité d'un club mixte. Et j'espère que ça va créer, surtout chez ces jeunes-là, l'envie d'accéder un jour à jouer dans cette équipe, puisque c'est quand même le but de tout club sportif, de former des jeunes et de les faire évoluer dans les équipes seniors, qu'elles soient filles ou garçons. Martin, vous êtes arrivé cet été à Anne-Sylvieux. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet du club? Justement, c'est tout le projet global. Voilà, c'est un club qui ne demande qu'à grandir et voilà, pour avoir un peu connu le monde professionnel, voilà, je sais que le CSAV Handball a de grosses ambitions et c'est vraiment ça qui m'a plu dans le discours de Philippe et de Cédric, notre entraîneur. Alors, apparemment, il y a une des deux personnes qui n'a pas été à son téléphone. Ah, c'est peut-être On moi. va avoir quelques résonances. Un mot sur le coach. Philippe, vous avez réussi à attirer Cédric Paty, ancien joueur de Chambéry, champion olympique en 2008. Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre un tel joueur à venir entraîner à l'époque en National 2? Donc c'était sa dernière année de joueur quand nous l'avons rencontré. Donc on a été mis en relation par l'intermédiaire d'un tiers, qui est François Escoffier en l'occurrence. Et donc quand on y est allé avec, à l'époque j'étais que vice-président, donc j'y suis allé avec Christophe Chip qui était président. Et quand on était sur la route, on se demandait bien ce qu'on allait pouvoir proposer à Cédric, quoi, qui était un peu une légende du sport. Et on lui a juste dit ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire, et avec notre état d'esprit. Nos valeurs, ce qu'on était, ce qu'on pouvait lui garantir, et surtout on lui a pas vendu du rêve, quoi, on lui a juste vendu la réalité. Et comme c'est un homme qui vient du milieu amateur, il a accepté tout simplement. Et puis après, petit à petit, on a construit. Et il nous aide beaucoup dans le développement du club et voilà, et on continue à grandir.
Qu'est-ce qui vous apporte au quotidien, Martin? Enfin, Cédric Paty, qu'est-ce qui vous apporte au quotidien? Toute son expérience, voilà, voilà, il a joué à haut niveau très longtemps à Chambéry, les champions du monde, champion olympique, donc c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience, donc il nous apporte sa vision du jeu, voilà, sa mentalité aussi, c'est un guerrier quoi qu'il arrive, donc il nous transmet ça aussi, et voilà, c'est ce qu'on recherche dans notre équipe, justement, d'être des battants sur le terrain, et ça se passe bien pour l'instant. Avoir un entraîneur comme Cédric Paty, c'est signe de grosses ambitions? Ah ouais, clairement. Ouais. Enfin, de grosses ambitions. Vous assumez ces ambitions? Mais on s'en est jamais caché. C'est pas être arrogant du tout que de dire, à l'époque, quand on était en N2, on a fait venir CC, on avait ambitionné l'accession en N1, donc on avait prévu en 3 ans, on était un petit peu plus rapide. Mais aujourd'hui, on ne se cache pas qu'on veut continuer à grandir, aller vers le statut VAP, qui est un statut fédéral qui est la voie vers la professionnalisation, pardon. Et ouais, continuer à développer le handball, parce que je pense que sur et le département et une ville comme Annecy, il y a largement la place de voir un club de haut niveau de hand sur une ville comme Annecy. Ouais. Alors on peut dire que le début de saison est plutôt encourageant en N1 avec 3 victoires, un bilan assez équilibré, 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Quel regard vous portez sur cette entame? On est arrivé à une période de trêve là. Ouais. Un peu mitigé parce que, enfin, à mon sens, hein, voilà, on c'est bien, ça prouve qu'il y a des ambitions. Non, ouais, pour moi, on a les capacités pour faire encore mieux, voilà. Mais encore une fois, on découvre ce niveau-là. Certains joueurs c'est la première fois qu'ils évoluent à ce niveau, donc voilà. Comme a dit Philippe, on ne demande qu'à grandir et on est satisfait pour l'instant, même si on pense qu'on peut faire encore un peu mieux. Vous partagez le discours de Martin? Alors je partage, parce qu'on l'a annoncé en début de saison clairement que l'objectif c'était de se maintenir. On sait que ce sera très très dur, enfin on connaissait le niveau de la N1. On se retrouve confronté à des clubs qui ont des structures pro aujourd'hui, hein, comme Valence, Villeurbanne, ou des clubs qui sont dans cette division depuis déjà plusieurs saisons, et nous on découvre. Donc, mais en même temps on est déterminé, on n'a rien à enlever aux autres. Et puis quand on rentre sur un terrain, que ce soit du hand, du foot, du rugby ou n'importe quel autre sport, si on n'y va pas pour gagner, c'est pas la peine d'y aller. Hein. Donc oui, on a nos armes et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Hein. Alors il n'y a pas que les garçons au CSAV, puisque vous avez une équipe féminine très performante également, qui évolue en N2. C'est un peu la particularité du CSAV, c'est que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs aujourd'hui qui puissent proposer de la mixité à ce niveau-là. C'est-à-dire que 3e niveau chez les garçons, 4e chez les filles. Voilà, c'est un petit miracle permanent du club. C'est notre fierté, c'est notre ADN. On est mixte, on est fiers de l'être. On a un groupe filles qui est très jeune cette année, et déjà l'année dernière aussi, mais voilà, et on a aussi l'envie de faire progresser nos filles. Pareil, pour que nos jeunes qui jouent dans les petites équipes se disent « Ah bah j'aimerais bien un jour jouer dans l'équipe une fille du CSAV ». Puis évidemment un gros travail de formation. Et un gros travail de formation, ouais, on a plus de 20 équipes de jeunes en nom propre, et puis on a aussi des équipes d'entente chez les garçons avec Poisy et Annecy Handball depuis déjà 4-5 ans, et ça se passe très très bien. Merci beaucoup messieurs. Prochain match de championnat, mois de janvier? 19 janvier. À Bagnols, c'est la semaine d'après, à Frontignan, à la maison, donc venez nombreux. Il y aura les filles avant et les filles contre Saint-Gilles-Laval et les garçons Frontignan qui est leader. Donc voilà, il faut venir mettre de l'ambiance au Glaisin, on a besoin. Merci beaucoup messieurs. Merci. À bientôt. À bientôt. Allez, Clémence est de retour pour le rappel des titres. Alors Clémence, on va parler d'un chantier d'envergure, avec des images impressionnantes. Oui, on parle d'abord de la centrale de la Coche près de Moutier qui fait l'objet de travaux depuis maintenant 4 ans et qui vient de se doter d'une nouvelle turbine. Et puis les JO 2022 se préparent dès aujourd'hui du côté de Chambéry. Absolument, une délégation chinoise est venue à Chambéry, l'occasion pour les entreprises savoyardes de faire connaissance avec des entrepreneurs étrangers. Merci Clémence, on se retrouve après la pub pour le journal de la rédaction. A tout de suite.